C'est une lecture musicale, donc avec Nicolas Beck. Je lis des extraits de mon livre et Nicolas m'accompagne à la musique. On a aussi des images projetées, des images d'archives. C'est un spectacle, si on peut dire. Alors je dois dire que je m'étonne d'être au centre d'un spectacle. Moi, l'écrivain, je suis plutôt seul dans mon bureau à écrire et voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi et assez, je dois dire, assez, comme je le dis, je sors un peu de ma zone de confort. Là, c'est quelque chose d'un peu, on sent le stress un peu monter. C'est vraiment un moment fort. Rue Maroun, une Mercedes-Benz 300 SEL se gare devant la nouvelle église Mar-Michael Notre-Dame du Salut. Une église, c'est beaucoup dire par rapport aux églises européennes. Une chapelle sans clocher ni parvis, au rez-de-chaussée d'un immeuble de 6 étages aux murs gris. Avant, un garage se trouvait là. De nombreux habitants du quartier sont réunis pour l'occasion et pour venir accueillir Pierre Gemayel. Le chef chrétien descend de la berline noire et il est ovationné. Michel Nada et une dizaine de ses camarades Kataeb repoussent amicalement ceux qui veulent toucher cher Pierre. Il y a des rires, les gens sont endimanchés, et les femmes crient le nom de cet homme de 70 ans qui, il y a bien longtemps, s'est levé pour défendre le Liban contre ses ennemis. Ses ennemis ne sont pas loin, au Liban et à Beyrouth même. Les phalanges chrétiennes sont peut-être le seul rempart contre la prise de pouvoir des Palestiniens. Personne ne veut le voir, ni le gouvernement, ni les pays occidentaux. Seuls les chrétiens le vivent chaque jour. Pierre Gemayel et les siens entrent dans l'église. Autour de lui se trouvent des notables chrétiens, dont Nassim et Marie-Claude Nada. Le prêtre les accueille avec un grand sourire. La foule suit son chef, son guide, cher Pierre. On va à la messe où on surveille, demande Michel Nada à son frère aîné. Édouard Nada lance un coup d'œil sur la rue qui mène à l'église. Des policiers sont stationnés à une centaine de mètres. Tu restes devant avec Daniel et Élie. Si quelque chose cloche, tu viens me chercher. Je serai avec papa et maman. Son regard reste un instant fixé sur le bout de la rue. Mais il ne se passera rien. C'est dimanche et il fait beau. Puis il disparaît dans l'église avec d'autres phalangistes. Oui, c'est dimanche à Beyrouth. Un dimanche ensoleillé du printemps méditerranéen, réchauffé par un léger vent qui soulève la poussière de la chaussée. Le Khamsin doit souffler dans la plaine de la Bekaa. Un dimanche parfumé par l'odeur de coriandre et de thym. Un peu plus loin, un restaurant prépare le déjeuner. Sur la terrasse, 3 vieux sirotent leur café en silence. Devant l'église, Daniel Laoud propose des cigarettes, des Lucky Strike. Elie Tabet préfère ses cédars.
Michel Nada aussi, il en prend une, retire son béret noir, le soleil tape déjà. Les trois hommes s'assoient sur le bord du trottoir. Le FPNP organise un défilé en ce moment à Savoie, dit Tabette en posant son fusil sur ses genoux. Laoud et Nada n'ont que leur pistolet. Ces ordures fêtent l'anniversaire de Kiryat Shmone, continue Tabette. Ils ont tué 9 enfants là-bas et ils fêtent ça. Ça, ce sont les affaires des Israéliens, dit Laoud, en saluant le conducteur d'une coccinelle qui passe en klaxonnant devant eux. Deux gamins d'une dizaine d'années apparaissent au bout de la rue. Ils font la course en danseuse sur leur vélo. 9 enfants comme eux, tués à Kiryat Shmone en 1974, et les Palestiniens font la fête. D'une pichenette, Laoud expédie la fin de sa cigarette sur le trottoir en face. Notre problème à nous, c'est qu'Arafat et les Feidaïn n'attendent qu'une excuse pour nous attaquer. Notre problème, c'est qu'il faudra bien les renvoyer chez eux. C'est où chez eux? Laoud et Taeb coulent un regard intrigué vers Nada. Je veux dire, les Jordaniens les ont expulsés de Jordanie, les Israéliens les pourchassent. Alors maintenant, ils doivent croire que c'est ici leur pays. Jamais on les laissera faire ça, grogne Laoud. Dieu m'en est témoin. Nul ennemi comme un frère est le premier opus d'une trilogie qui traite en fait de la guerre du Liban 1975-1990, comment elle s'est déroulée sur place, mais quelles ont été les conséquences aussi en France et pourquoi la France s'est retrouvée partie prenante de cette guerre si loin de son sol. C'est une guerre que j'ai suivie moi petit aux informations quand j'avais 10-12 ans et même un peu plus vieux, un peu plus jeune aussi, et j'ai toujours l'impression de la voir aux informations lorsque j'étais jeune, mais ça me posait pas mal de questions, mes parents n'avaient pas les réponses, et puis je trouvais pas les réponses ailleurs. Plus tard, voilà, j'ai voulu répondre à ces questions, je ne sais pas, peut-être questionner plus encore ce moment-là, pour aussi comprendre comment ce moment-là avait créé des choses qui se répercutent à notre époque, actuellement, quoi. Et cette guerre du Liban aussi, alors au Liban, on est proche des Libanais, les Français sont proches des Libanais, c'est un peu mystérieux, mais lorsqu'il se passe quelque chose au Liban, on est tout de suite touchés, nous les Français. Et donc voilà, cette guerre m'apparaissait aussi emblématique d'un basculement aussi de l'histoire, la fin de la guerre froide, la recomposition du Moyen-Orient avec l'apparition de l'Iran comme une nation très forte, chiite, mais aussi les problèmes qu'on connaît toujours entre les Israéliens et les Palestiniens, entre les Israéliens et les chiites aussi. Je crois que le roman permet aussi de s'avancer dans un questionnement historique, dans une période qui est une véritable tragédie, sans d'une certaine manière prendre le lecteur en otage, sans lui imposer cette tragédie totalement. Enfin, le lecteur peut s'appuyer sur la fiction, l'histoire fictionnelle que j'invente et les personnages fictionnels que j'insère dans la grande histoire. C'est une manière peut-être de respirer au-dessus du tumulte et du chaos, quoi. Les avions israéliens rasent les toits des immeubles et des panaches de fumée s'élèvent des camps palestiniens et des quartiers musulmans.
tout Beyrouth ouest s'embrase. Un bâtiment d'habitation vient de s'effondrer à l'entrée de Bir El Abed. Abdul Rasoul Alamine sait qu'il doit bunkériser le quartier, car des phalangistes chrétiens ont été aperçus en train de traverser la ligne verte. Après que le quartier sera sécurisé, il autorisera les secours à déblayer les gravats à la recherche de survivants. Il sait que si ça avait été l'immeuble où vit sa famille, il aurait immédiatement envoyé les secouristes. Il sait qu'il n'est pas juste, mais qu'aucun homme ne l'est à la guerre. Depuis 2 jours, l'armée israélienne assiège la capitale afin de réduire les positions palestiniennes. On raconte que 1000 tanks et pièces d'artillerie forment le siège. Mais les canons de l'OLP crachent toujours. Les Palestiniens ne veulent pas céder. Pourtant, rien n'y fera. Les Juifs sont trop forts. Ils avaient préparé leur coup depuis longtemps. Il n'y a pas que les Libanais qui ont été surpris. Aucun pays arabe n'est venu au secours des Palestiniens. La Syrie a subi de lourdes pertes et Hafez el-Assad, bien incapable de s'opposer au rouleau compresseur, ne peut que fustiger l'impérialisme israélien. Ça fait une dizaine d'heures que les avions bombardent sans interruption. Ça fait une dizaine de jours qu'il n'a plus de nouvelles de son fils. Abdul Moïne doit combattre quelque part dans la Bekaa. Ce soir encore, Alamine ne rentrera pas chez lui. Bien sûr, c'est la guerre, et la place du commandant est au premier rang parmi ses hommes. Mais il ne rentrerait pas chez lui s'il en avait la possibilité, pour ne pas avoir à affronter le regard terrifié de sa femme. Ce qui la terrorise, ce ne sont pas les bombardements et les immeubles du quartier qui s'écroulent. Yara dit que c'est son fils qui l'inquiète. Pour l'instant, lui, il faut qu'il s'occupe de l'esprit et le corps, pour ne pas penser à l'impensable. 1 millier de Pasdaran auraient rejoint la Bekaa, la région de Baalbek, là où était caserné Abdul Moïne. Certains de ses amis, dont Hassan Nasrallah, avec qui il doit créer le parti, ainsi que des centaines de jeunes, les ont déjà rejoints. Car au sein d'Amal, les lignes bougent. Nabi Berri, le chef, ne tardera pas à se retrouver en minorité. Déjà, il avait considéré les Palestiniens comme les premiers responsables de la guerre avec Israël. Et il vient d'accepter de faire partie du comité de salut national mis en place par le président Sarkis. Ce comité doit négocier avec l'émissaire américain Philippe Habib. Mais, dans la banlieue sud, les mécontents sont de plus en plus nombreux. En contrepoids au comité de salut national, un comité des cadres de Beyrouth a été créé à Halle afin de s'opposer aux Israéliens aux entrées sud de Beyrouth. Des Palestiniens, des communistes et des sunnites ont rejoint ce comité. Abdul Rasoul Alamine, lui, attend la suite des événements. Il faudrait que les Pasdaran de la Bekaa rejoignent le comité des cadres de Beyrouth. Alors, le projet d'une organisation chiite, puissante, vaste, pourrait se concrétiser. Il attend la fin de l'offensive israélienne et la fin du siège de Beyrouth. Il attend des nouvelles de son fils. Et, honte sur lui, il attend de savoir où est Ziyara. La ville subit des bombardements incessants, les immeubles s'écroulent, les gens meurent, les jeunes chiites vont
se battre dans la Bekaa. Sa femme le regarde avec les yeux de la consternation et du malheur, mais il ne cesse de penser à Zia. À chaque explosion, à chaque rafale, il ne peut s'empêcher de se demander si elle ne risque rien. Heureusement que désormais les femmes n'ont plus le droit de porter les armes, sinon elles seraient sur un barrage ou derrière un poste de tir. Et lui, il s'inquiéterait plus encore pour elle. Comme il s'inquiète pour son fils, comme il s'inquiète pour sa raison qui manque de chanceler. Abdul Rasoul Alamine n'est plus qu'inquiétude. La manière d'enseigner l'histoire est toujours partielle. Et moi, j'essaye peut-être d'écrire une contre-histoire de France. Voilà, qu'est-ce qui s'est réellement joué lorsqu'il y avait des Français qui étaient enlevés au Liban? Pourquoi? Lorsqu'un poste français, des militaires français explose, le Drakkar, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle la politique, dans les ministères et tout ça? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est une manière aussi de garder une trace de ces événements-là. C'est une volonté. Mais c'est sans doute une idée de la transmission aussi, la transmission de l'histoire, la transmission de la mémoire aussi. J'imagine que j'écris aussi pour mes enfants, qui un jour peut-être liront ces romans et comprendront peut-être mieux le pays dans lequel ils vivent. Je sais que je suis dans un pays qui est démocratique, où on enseigne l'histoire, où il y a des librairies, des bibliothèques. L'éducation nationale est gratuite, donc c'est une bonne chose, mais ça n'empêche qu'il y a des zones d'ombre et que le roman peut permettre aussi de lever un peu le voile sur ces zones d'ombre. Ça peut servir à ça. Je crois que le roman est un média intéressant pour expliquer l'histoire et puis ce qui s'est passé et ce qui se passera peut-être aussi. Il n'a pas dormi de la nuit. Il a songé à demander à être relevé de ses fonctions ici à Beyrouth. Dans l'appartement du Gruyère, le siège de la DGSE à Beyrouth, Kaour, Love, Marquise et Crénilez dorment sur des lits grands et des canapés.
Le brigadier malin est de garde devant la fenêtre. Il fume une cigarette en silence dans l'obscurité. Pose parfois son œil sur la lunette de l'appareil de surveillance. Beyrouth est silencieuse. On n'a plus entendu de détonation depuis la tombée de la nuit. Ce qui n'a pas empêché le commandant 19 de rester éveillé, assis dans son fauteuil, les pieds sur son bureau. Son regard flotte sur les toits de la ville endormie. C'est calme, dit Malin qui s'est aperçu qu'il ne dormait pas. Le calme à Beyrouth, ça veut dire qu'il va y avoir du bordel. File-moi une clope. Le brigadier lance ses Lucky Strike, 19 prend une cigarette et renvoie le paquet. Love se retourne dans son sommeil et bafouille quelques mots incompréhensibles. Ça fait rire Malin. 19 sourit aussi. Non, il ne peut pas rentrer à Paris. Il ne peut pas parce que ses hommes comptent sur lui. Son travail, son grade, ses hommes sont les seules raisons qui le poussent à se maintenir hors de l'eau. En France, de retour à la boîte comme grouillot du renseignement, son flingue, il finirait par retourner contre lui. Le soleil apparaît, un soleil blafard dans un ciel gris. Quelques véhicules passent dans la rue en bas. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 6 heures, Beyrouth, c'est belle. Il est 6 heures, putain, j'ai sommeil, chantonne Malin. Va te pioter si tu veux, je vais prendre la suite, dit 19 en dépliant sa carcasse engourdie derrière son bureau. 19 et Malin s'immobilisent. C'est quoi ça ? Demande le brigadier en plongeant son œil dans le viseur de l'appareil. Il scrute la ville à droite, à gauche, putain, l'aéroport. 19 voit l'immense colonne de fumée qui monte dans l'eau grisâtre. C'est le budget américain à l'aéroport, dit-il. Les deux hommes restent silencieux quelques secondes. 19 tire une bouffée sur sa cigarette. On fait quoi ? Demande Malin. Comment 19 pourrait-il abandonner ces hommes dans ce merdier ? Comment a-t-il pu envisager un retour en France, la queue entre les jambes ? On fait quoi ? Répète Malin. 19 écrase sa cigarette dans le cendrier sur son bureau. Tu réveilles les autres, on s'équipe et on fonce à l'aéroport. Il jette un coup d'œil au panache de fumée. Ça a vraiment merdé là-bas. Une nouvelle détonation vrille les tympans des Français. L'immeuble tremble. Un stylo roule sur le bureau. Et puis, ce souffle puissant et chaud, ce souffle puissant qui suit cette déflagration si forte qu'elle en est presque inaudible. Ce souffle puissant qui fait voler les vitres de l'appartement en des centaines de morceaux de verre. Ce souffle puissant qui renverse le brigadier Malin au sol, qui fait hurler Love et Camour. Ce souffle puissant comme un ouragan de colère, de haine, de souffrance et de mort. Ce souffle puissant pourrait annoncer la fin du monde. La fin d'un monde, pense 19, qui s'est collé au mur. Il garde le front contre le mur, inspecte mentalement son corps. Lorsqu'il secoue la tête pour évacuer l'hébétude qu'il a saisi, il se précipite sur le corps recouvert de poussière à ses pieds. Ça va, j'ai rien, fait Malin, dont le visage est balafré de plusieurs estafilades. Merde, s'étrangle K.O. en caleçon. Le quartier est plongé dans le silence. La sidération est encore totale.
et empêche tout mouvement, tout bruit. C'était quoi ? Demande Kaour. Les hommes s'approchent des fenêtres brisées. La fumée s'éclaircit, la poussière se repose. Le poste Drakkar a disparu. Un amas de béton et de ferraille a pris sa place. Les 6 agents de la DGSE, statues inutiles sur leur promontoire de poussière, comprennent qu'ils ont échoué. Ils ne savent pas encore en quoi, mais ils ont échoué. Alors, le quartier se met en mouvement, des hurlements, des sirènes et des klaxons montent entre les bâtiments. Des véhicules de secours apparaissent, des gens courent dans les rues. On sait que des hommes et des femmes sont terrorisés, que des enfants pleurent parce que la guerre a frappé chez eux encore une fois. On sait aussi que d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres enfants sont quant à eux rassurés par le coup porté à l'ennemi. Leur fierté d'appartenir à une communauté en est renforcée. Sont-ils chiites, sunnites, druzes ? Sont-ils libanais ou palestiniens ? Ont-ils raison de se croire désormais plus forts ? Les réponses viendront plus tard. Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que des hommes en uniforme d'une armée occidentale sont morts et que d'autres, civils ou miliciens, coupables ou innocents, mourront à leur tour pour venger le crime. Les fils de pute, ils ont tapé le Drakkar, murmure Kaour, ses mains serrant le garde-fou du balcon. Les fils de pute, répète l'homme. En fait, ce n'est pas la fin d'un monde, c'est seulement la violence de l'ancien monde qui s'amplifie, comprend 19, comme l'odeur de la poudre, de la poussière, l'odeur de la mort vient lui chatouiller les narines. Au début, je voulais simplement écrire sur l'histoire des otages français au Liban et je me suis dit qu'il allait falloir contextualiser et je me suis retrouvé pris dans une masse d'informations, une complexité aussi qui nécessitait beaucoup de pages. Et lorsque j'ai proposé le manuscrit à mon éditeur, on a bien compris qu'on ne pouvait pas sortir un seul et même volume, donc il a fallu séquencer.
et il se trouve qu'on pouvait la séquencer en 3 parties. Le premier tome est sorti donc en septembre dernier, le deuxième sortira en février et le troisième sera en début septembre 2025.